L'âge, c'est dans la tête, on est bien d'accord, hein, parce que quel que soit ton âge, tu peux, être animé d'une incroyable énergie et finalement, c'est plus le manque d'énergie qui peut te nuire que l'âge qui avance. J'ai l'impression que j'ai pris ma vraie dimension, que je suis dans une phase de ma vie, enfin, où je m'autorise à être le leader que finalement j'ai toujours été peut-être de façon un peu plus cachée, plus discrète. Donc oui, c'est possible aussi de créer de nouvelles choses à 62 ans et d'être tout excité à l'idée de le développer. Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnéodo, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie? Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle? C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Je suis vraiment excitée aujourd'hui de pouvoir vous faire découvrir mon invitée, Isabelle Stemmer, experte du networking. Les images qui me viennent quand je pense à Isabelle sont multiples comme elle. Je vois un soleil, un sourire rayonnant, une sincère générosité, un peps légendaire et un optimisme contagieux. Isabelle, c'est aussi Lady Réseau, comme on l'a surnommée longtemps. Une tisseuse de liens qui connaît la puissance et l'importance du réseau et l'impact décisif que cela peut avoir sur une trajectoire professionnelle. C'est pour tous ces talents que je tenais absolument à l'inviter sur mon podcast 50 ans et toutes mes dents pour vous faire découvrir cette pépite d'optimisme, si vous ne la connaissez pas encore, et pour que vous puissiez, vous aussi, apprendre de son parcours et recevoir ses lumières sur l'importance stratégique du networking qui est souvent vu par les femmes et surtout celles de ma génération, les cinquantenaires, comme un sacerdoce. Nous allons donc ensemble comprendre à quel point se construire un réseau d'alliés est essentiel et comment on peut s'amuser et prendre du plaisir en réseautant. C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Bonjour Isabelle. Comme je le disais en intro, je suis vraiment excitée de t'accueillir dans 50 ans et toutes mes dents parce que je sais à quel point ta parole est précieuse en tant qu'experte du réseau, mais aussi et avant tout parce que nous sommes amis. On s'est rencontrés en 2007 à l'ESCP. À l'époque, je faisais mon Executive MBA et toi, tu étais en charge du réseau des alumni de l'ESCP. Et donc, autant dire qu'on se connaît depuis un bail et on se suit depuis donc longtemps et on s'est rapprochés quand j'ai monté mon cabinet de coaching Comisque, il y a presque 10 ans maintenant. Et on reviendra plus tard sur nos multiples interactions qui ont pris diverses formes, toujours super enrichissantes. Donc, merci d'être là une fois de plus dans l'une de mes nouvelles aventures avec ce podcast. Et on va commencer par ton parcours. Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter sur toi? Quels sont les moments clés qui t'ont amené jusqu'ici? Eh bien, Karine, tout d'abord, merci de m'accueillir. Je suis très, très honorée, d'être face à toi. Alors, les événements qui m'ont amenée jusque-là, j'ai envie de parler d'un événement qui a trait à tout mon parcours professionnel et puis d'un certain nombre d'événements qui ont plutôt lieu autour de la cinquantaine, parce que c'est un petit peu ça le sujet. Hein. Donc, voilà. Il y a une caractéristique qui est d'ailleurs constitutive de ce que je suis maintenant en tant qu'experte du réseau, c'est que en fait, je n'ai cherché de job qu'une seule fois dans ma vie, la toute première. Et que ensuite, tout ce que j'ai fait après, finalement, c'est grâce au réseau que c'est venu. Que ce soit des fournisseurs, ma famille, des clients, mon réseau d'alumni, bref, toutes les opportunités se sont présentées à moi, ou bien j'ai créé moi-même des opportunités, ça va dans les deux sens,
Mais toujours est-il que je n'ai répondu à une offre d'emploi qu'une seule fois dans ma vie, la première. Donc c'est un petit peu à noter, parce que c'est un petit peu ce qui fait ce que j'incarne maintenant, hein, finalement. Et donc c'est aussi la preuve que c'est possible et que le réseau est hyper important dans un parcours professionnel, si éclectique qu'il soit, et on va le voir, parce qu'en fait, le deuxième événement dont je souhaite parler, c'est le bilan de compétences que j'ai fait à l'âge de 48 ans. Effectivement, j'avais vraiment envie de le faire, ce bilan de compétences, parce que j'avais l'impression que mon parcours n'avait ni queue ni tête. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans des secteurs d'activité différents, à des fonctions différentes dans l'entreprise, et je voyais pas finalement quel était le lien entre toutes ces expériences que j'avais eues, et je me posais la question pour le job d'après. Mais qu'est-ce que je vais bien faire? Et donc du coup, j'ai fait ce bilan de compétences, et là la lumière s'est faite, parce que finalement, ce qu'on a identifié, c'est que la constante et le fil rouge de tout ça, c'était la création de liens. C'est-à-dire que partout où je passais, je mettais en lien, et dans le cadre des fonctions que j'occupais, je mettais en lien des gens, ou bien des gens et des organisations, des services avec d'autres services, des anciens élèves avec d'autres anciens élèves, etc., etc. Donc voilà, j'ai trouvé finalement quelle était ma raison d'être, entre guillemets, à 48 ans, dans le cadre de ce bilan de compétences, et ça a été vraiment clé pour moi. Ensuite, deuxième événement clé, survenu là, un petit peu plus tard, puisque là, je parle de 2016, donc quasiment 10 ans plus tard, j'ai rencontré donc Pascal Joly, qui est business coach de son état, et avec qui j'ai eu un coup de cœur amical et professionnel, et qui m'a permis de coécrire Tu te lèves et tu décides de développer ton réseau, car faire du réseau, c'est tout sauf de l'impro. Donc, mon premier livre, nous en écrivons un second à l'heure actuelle, et on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Mais grâce à elle, finalement, j'ai pu réaliser un projet d'écriture que j'avais déjà en tête, mais je ne sais pas pour quelle raison, je ne me voyais pas de le réaliser toute seule. Elle m'amenait finalement une collection qui existait déjà, un contexte, un contrat avec un éditeur, etc., dont j'avais absolument pas à m'occuper. Je n'avais plus qu'à écrire, à produire. Alors, en dehors de ça, effectivement, c'est une rencontre amicale, je dirais, essentielle. Et elle m'a appris aussi beaucoup de choses dans l'organisation de mon travail, ce qui fait que ça en fait vraiment un événement clé, on va dire, de la fin de mes 50 ans, de la fin de mes 50s. Mm-hmm. Après, on se connaissait depuis longtemps, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais on s'est croisés, notamment dans le cadre du coaching que j'ai fait avec toi. Et là, c'est encore plus récent, puisqu'on parle de 2019. J'étais en train de m'interroger sur le branding d'un nouveau service. Et finalement, tu m'as amené à non seulement réfléchir sur l'environnement de ce nouveau service, ce qui était important, mais tu m'as aussi amené à réfléchir sur ma personnalité, sur moi-même. Et finalement, tu as réussi à identifier certains blocages que j'avais et qui m'empêchaient finalement d'exercer mon leadership et d'avoir confiance en moi. Le truc classique, hein, que beaucoup de femmes, comment dirais-je, vivent, et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et grâce à ce coaching, j'ai effectivement, j'ai eu l'impression que tu me révélais un certain nombre de points forts que je ne voulais pas voir et que je m'empêchais de voir, à tel point que, je crois que je t'en ai parlé, mais je vais le relater. Récemment, j'ai eu l'occasion de faire un test DISC. Un test DISC qui, en 2015-2016, montrait que j'étais une influenceuse. Bon, j'avais, tu sais, les couleurs hein, du DISC. Bien sûr. J'avais un profil jaune d'influenceuse, quasiment à 100%. J'avais ensuite un vert qui était assez fort, mais en dessous de 50%. Et puis j'avais un rouge, donc la dominance, qui était plutôt autour de 20%. Le bleu, n'en parlons pas. Je ne suis pas quelqu'un d'administratif. Bon, voilà. Comme le sont d'ailleurs beaucoup de jaunes, etc. Bon, je refais un test récemment.
Et alors là, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu les résultats, puisque mon jaune est toujours quasiment à 100%, mais mon rouge, ma dominance, donc, est à 70%. Et en adapté, je suis obligée de baisser mon rouge maintenant. Donc, en fait, j'ai l'impression que j'ai pris ma vraie dimension. Je suis dans une phase de ma vie, enfin, où comment je m'autorise à être le leader que finalement j'ai toujours été, peut-être de façon un peu plus cachée, un peu plus discrète. Et c'est vraiment, comment dirais-je, grâce à toi et à ton coaching que c'est intervenu dans ma vie. Voilà. Ben, je te remercie, mais c'est vrai que si on revient sur cette période-là, hein, quand tu es venu me voir, il y avait quelque chose à clarifier. Alors effectivement, au départ, tu es arrivé avec, voilà, je veux monter un produit, étant spécialiste, enfin ancienne spécialiste marketing, l'idée c'était de travailler là-dessus, et puis très vite on a basculé sur toi évidemment, hein, vu que tu voulais incarner aussi cette offre-là et ce produit. Et donc on est allé regarder, comme tu disais, hein, quels sont les freins, quels sont les blocages, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent tu t'autorisais pas à te mettre peut-être pleinement en avant et pleinement au cœur de tes projets, que tu avais toujours besoin de t'adosser à quelqu'un, que tu te libérais pas là-dessus. Et tu t'es autorisé à le faire en confiance. En fait, on a fait un travail sur augmenter ta puissance. Et depuis, et c'est ce que je te partage souvent, hein, alors voilà, tu fais plein de choses beaucoup plus librement et avec beaucoup plus d'assertivité, de tranquillité, de sérénité et de confiance. Et physiquement, il y a des choses qui se sont passées aussi. Tu as toujours eu cette énergie folle, et c'est ça que j'adore chez toi. Mais il y a aussi des choses vraiment qui se sont transformées, qui se sont révélées. Ben oui, c'est vrai. Et, première chose qui est très très visible, hein, c'est mes cheveux blancs. En fait, j'ai laissé venir mes cheveux blancs. Après, j'ai coupé mes cheveux. J'avais un petit carré bien BCBG, tout ça, qui était un peu la résultante de ce que mon entourage avait envie de voir de moi, hein. Et alors que j'ai toujours eu les cheveux assez courts, et notamment quand j'étais très jeune, j'avais les cheveux très courts. Et donc, j'ai à nouveau les cheveux courts. Et donc les cheveux courts et blancs, et puis je me suis autorisé des bonnes grosses lunettes qui mangent un peu mon visage, mais qui sont hyper tendance. Ouais, bon alors on va dire qu'elles sont hyper tendance, mais en même temps je trouve qu'elles me vont très très bien. Elles te vont super bien, et j'adore. Ouais. Je pense que je vais acheter les mêmes. Ah non, hein. Ah, j'ai pas fini parce qu'il y avait un autre événement dont j'avais envie de parler, donc effectivement, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. J'ai concrétisé finalement l'aboutissement du travail de toute une vie, hein, finalement, en créant un service qui s'appelle le Trait d'Union by Isabelle Stemmer, qui est un programme pour apprendre à réseauter en pratiquant au sein d'un groupe de 10 à 12 personnes en 6 mois. Et donc vraiment, j'ai combler le trou qu'il y avait dans la raquette pour créer ce service-là. Et c'est vraiment l'aboutissement de toute l'expérience que j'ai eue tout au long de ces années. Voilà. Donc, c'est vraiment un fait marquant parce que ce fait marquant, il intervient à 62 ans. Donc oui, c'est possible aussi de créer de nouvelles choses à 62 ans et d'être tout excité à l'idée de le développer. Exactement. Donc, tout est possible à n'importe quel âge. C'est ça qui est intéressant, et c'est le message qu'on veut passer dans ce podcast. Par rapport à ces moments de ton parcours, qu'est-ce que tu en as retiré? C'est quoi les leçons? Qu'est-ce que tu as appris? Alors, déjà, j'en ai plus ou moins parlé. J'ai appris finalement que le fil rouge de mon parcours depuis ses débuts, c'était la création de liens. Ensuite, grâce à Pascal, j'ai finalement réussi à coécrire ce livre qui a fait soudainement de moi une experte. Or, on sait bien qu'en France, à partir du moment où tu écris un bouquin et que tu deviens une experte, toutes les portes s'ouvrent pour faire des talks, animer des conférences et avoir tout à coup une désirabilité nouvelle, une attractivité nouvelle. Tu m'as aidé, toi,
me prouver que j'étais capable d'exercer mon leadership. Et tu l'as dit tout à l'heure, sans m'appuyer sur qui que ce soit, ce que j'avais pas mal eu tendance à faire depuis mon entrée en entrepreneuriat, et que je pouvais avoir confiance en moi. Et puis ensuite, la construction et le lancement de ce programme a appris que j'étais capable de faire quelque chose toute seule. Et comment, du coup, puisque c'est le sujet, hein, ce passage à la cinquantaine, alors ce qui est intéressant, c'est que toi, c'était il y a 13 ans. Du coup, tu as bien le regard froid, en tout cas, à froid là-dessus. Comment tu as vécu ce passage de la cinquantaine au niveau personnel, si tu veux en parler, et au niveau professionnel? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 50 ans, j'étais dans une situation financière qui aurait pu être plombante, qui était plombante, mais je pense que personne s'en est rendu compte, c'est-à-dire que j'ai jamais trop montré ça, et j'ai toujours fait preuve d'une certaine froideur, d'un recul par rapport à ça. J'en ai parlé à très très peu de gens. Mais effectivement, dû à ma situation familiale précédente, j'étais dans une situation financière assez délicate. Mais c'est pas pour autant que je me suis privée de célébrer, comment dirais-je, l'arrivée de ces 50 ans et le début de la deuxième partie de ma vie, puisque j'ai fait une grande fête. Et pourtant, j'avais pas tellement les moyens, mais je me suis donné les moyens d'organiser cette grande fête avec 60-70 personnes et avec un thème. On devait tous venir chapeauter. J'avais organisé le concours du plus beau chapeau avec mes meilleures copines qui faisaient partie du jury avec moi, bien entendu. Bref, en mode The Voice, des pouces levés, des pouces inversés, etc. Enfin bon, on a beaucoup ri, on s'est très bien amusé. Et il y a eu plein de photos de prises. Il y a eu aussi des belles prises de parole de mes frères et sœurs qui étaient là tous les deux, alors qu'ils habitent loin, et que j'ai rarement eu l'occasion de les réunir sur du festif hors de la famille. Parce que bon, je considérais que c'était une fête plutôt pour les amis, pour la famille. Ils sont venus et ils m'ont dit des choses absolument magnifiques. D'ailleurs, j'ai gardé la trace de ces choses qu'ils m'ont dites à ce moment-là. Donc, il y a des choses aussi au plan familial, parce que mes frères et sœurs ont 10 ans de plus que moi et je n'ai pas vécu la même chose qu'eux, qui se sont dites et qui ont été partagées à ce moment-là. Donc, l'entrée dans ma cinquantaine, ça a été vraiment super, quoi, vraiment. Et bon, on se connaît bien, donc tu sais à quel point se célébrer, ça fait partie des choses, en tout cas, voilà, exactement. Et puis que je travaille aussi là-dessus en coaching, cette capacité justement à se reconnaître dans sa valeur et à se remercier et prendre le temps de ça plutôt que de passer à côté. Et ça participe aussi à alimenter sa confiance. Et en fait, ce que j'entends, c'est que même si peut-être voilà, c'était difficile et peut-être que tu aurais pu passer à côté de ça pour certainement de très bonnes raisons, notamment des raisons financières, tu as tenu à te reconnaître, tu as tenu à te célébrer, tu as trouvé les ressources pour ça. Et c'est intéressant aussi, j'imagine, cette envie que tu avais aussi de poser le passage de cap. C'est-à-dire 50 ans, c'est quand même... bon, voilà, c'est un cap. Et donc, de faire ça dans la joie, en étant entouré, de ne pas faire ça seul, entouré d'amour. Et ça, c'est de merveilleux cadeaux, mais c'est parce qu'aussi, toi, tu te l'es autorisé. Et ça, je trouve ça très intéressant et je trouve ça puissant et je dis bravo pour ça. Alors, en dehors du plan personnel, puisque tu m'autorisais à évoquer le plan personnel, donc sur le plan professionnel, 50 ans, c'est l'âge où je me suis à nouveau autorisée à redevenir entrepreneur. Donc après 11 ans de salariat, mais 11 ans de salariat qui intervenaient après une première expérience d'entrepreneuriat échouée. Donc, alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quand même entrepreneur dans l'âme, parce que tout au long de mon parcours professionnel, même quand j'ai été salariée, j'ai toujours trouvé le moyen de créer quelque chose dans les boîtes où je travaillais. C'est-à-dire qu'en fait, je partais d'une feuille blanche, mais comment dirais-je, pour le compte d'un entrepreneur dont j'étais salariée.
Donc, je suis entrepreneur dans l'âme. Donc, je pense que quand on l'a été une fois, même si on a échoué, et Dieu sait si on apprend de ces échecs, eh bien, on a envie toujours de recommencer. Sachant que, comme on a fait des erreurs une première fois, on évite peut-être de les commettre une seconde fois. Mais c'était quand même une prise de risque, hein, compte tenu de cette situation financière qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc, effectivement, mon entourage ne le voyait pas nécessairement du bon oeil. Il me disait plutôt, reste dans une grosse boîte, tu as le profil pour prendre une direction de la communication, ou bien... oui, j'étais plutôt sur la communication et les RH aussi, hein. Donc, reste dans une grosse boîte, c'est plus sûr, etc., compte tenu de la situation dans laquelle tu es. Donc, j'ai fait tout ça. Et qu'est-ce qui a fait, selon toi, que tu as eu cette envie justement à la cinquantaine? Parce que il n'y a plus de temps à perdre, hein, donc donc franchement, si on sent qu'on a la fibre entrepreneuriale en soi, il faut y aller parce que bon, d'abord on est plus fort parce qu'on a déjà fait des études, des erreurs, donc voilà, on est censé quand même, comment dirais-je, en tirer des enseignements pour la suite. Et puis il faut se laisser un petit peu de temps devant pour développer un nouveau business et le développer, comment dirais-je, de façon prolifique, j'ai envie de dire. Oui, donc cette notion de temps, c'est vrai qu'elle est présente et puis elle est bénéfique aussi, hein. Ça veut dire que du coup, on se rend bien compte que peut-être voilà, de l'importance en tout cas du temps qui passe, du temps qui reste. Et du coup, si on le voit de façon positive, ça peut être un super booster en se disant très bien, je me libère peut-être de freins que j'ai plus besoin de porter. Et en tout cas, voilà, ce temps-là, j'ai envie de le mettre au service de quoi? Et j'ai envie de le mettre au service de moi. Tout à fait. Et d'ailleurs, on parlait de l'âge, hein, mais bon, l'âge, c'est dans la tête, on est bien d'accord, hein, parce que quel que soit ton âge, tu peux, comment dirais-je, être animé d'une incroyable énergie et finalement, c'est plus le manque d'énergie qui peut te nuire que l'âge qui avance. Oui, complètement. Et je reviens là-dessus. J'ai fait un post hier sur Insta où je mettais We are always the same age inside. C'est-à-dire, c'est vraiment l'âge que tu crois avoir ou que tu tiens, hein. Et justement, au niveau de cette énergie, parce que toi, tu as quand même une énergie de dingue et tu es reconnue vraiment pour ça. Je voulais savoir comment tu fais en fait. C'est quoi ton secret pour pas perdre cette énergie, puisque tu arrives tout le temps à la maintenir. Moi, ça fait maintenant plus de 10 ans que je te connais et à aucun moment j'ai l'impression de quelque chose qui décroît, puisqu'on me dit souvent, voilà, à 50 ans, ça y est, c'est la fin, on a moins de peps, on a moins d'énergie, et toi, en tout cas, c'est pas du tout ce que je vois. Donc, comment tu fais? Quel est ton secret? Alors, j'ai plusieurs trucs et astuces dans ma vie quotidienne. D'abord, j'ai une petite routine le matin. Morning routine. Si cher à tes yeux. Donc, 15 minutes de yoga avec une petite appli que j'ai téléchargée qui me dit exactement ce que je dois faire, etc. et qui compte les calories que je dépense, etc. etc. Et bon, c'est vrai que maintenant que j'ai commencé, j'ai envie de continuer. C'est juste indispensable, quoi. Voilà. Et j'ai besoin de ça pour démarrer ma journée. Ensuite, parce qu'avec l'âge, on a besoin de plus dormir et que malheureusement, on a tendance à moins dormir pour des raisons plutôt hormonales. J'essaye d'avoir une hygiène de mon sommeil que je n'avais peut-être pas ou moins quand j'étais un petit peu plus jeune, parce que je récupérais plus vite, bien sûr. Maintenant que je récupère moins, il faut que je dorme plus. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que j'ai enfin mis en place un agenda par défaut. C'est vraiment un des enseignements de ma copine Pascale Joly, et que je me réserve du temps pour ma famille le mercredi, donc pour ma petite fille, pour ma maman, que je ne travaille plus ni samedi ni dimanche,
Et que les 4 jours qui restent, je leur ai dédié une thématique. Donc, il y a un jour pour le bouquin, il y a un jour pour les coachings, il y a un jour pour les cours. Et en dehors de ça, c'est finalement très pratique pour pouvoir fixer ses rendez-vous et positionner ses rendez-vous dans son agenda, notamment les rendez-vous avec soi-même. On aura l'occasion d'en reparler pour faire du networking. Tu es passé à la semaine de 4 jours. Exactement. Intéressant. Et ce que j'entends, c'est que tu es arrivé maintenant à mieux te respecter, à mieux rééquilibrer, puisque, encore une fois, on se connaît depuis un moment et je sais qu'avant, tu travaillais les week-ends. Enfin, il y avait quelque chose un peu d'éclaté, de satellisé. Donc là, j'entends que tu es arrivé à te recentrer sur tes essentiels et à les respecter, et donc à mieux te respecter et te libérer du temps pour vraiment faire ce dont tu as envie et ce dont tu as besoin aussi. Donc c'est intéressant vraiment, oui, d'arriver à ça et plutôt que de trop s'éparpiller, être plus centré sur ce qui est important pour soi. J'ai mes hypothèses que c'est la clé. Oui, et puis ne pas avoir d'addiction, parce que c'est vrai que le travail était une véritable addiction, parce que c'est la preuve effectivement d'un manque quelque part, ou donc effectivement d'un manque de respect de moi-même. Ça, j'en ai totalement conscience maintenant. Obligée de compenser ce qui manque par quelque chose, et là c'était le travail. En tant que spécialiste du réseau, tu rencontres beaucoup de femmes entre 45 et 55 ans. Et quelles préoccupations elles ont, ces femmes-là? Elles sentent un changement dans leur corps, parce que ça correspond généralement plus ou moins à la période de la ménopause. Il faut le dire, il faut prononcer le mot. Et donc du coup, c'est une période un petit peu de transition où elles cherchent finalement à se réinventer, à se reconvertir, à passer à autre chose, à profiter du temps qui reste, à plus se faire avoir, parce qu'elles se sont fait avoir auparavant. Donc là, c'est fini maintenant, à tout faire, tout mettre en œuvre pour rester maître de son destin, choisir la vie dont elles ont envie, bref, déployer leurs ailes et puis surtout s'accepter comme elles sont et faire fi du regard des autres. Et pour revenir sur ton expertise de networkeuse, je vois de mon côté beaucoup de femmes que j'accompagne autour donc de ce cap de la cinquantaine qui sont pas hyper fans de la démarche réseau. Elles ont une image un peu trop pushy, l'idée qu'il faut se vendre. Elles ont souvent peur de déranger, elles ne se sentent pas légitimes. Et d'ailleurs, elles associent souvent le networking à la politique, qui est souvent un gros mot. C'est négatif, c'est paraît fake. Et en fait, on sait que c'est absolument essentiel de savoir s'entourer, de créer des alliés, que ça soit quand on est en entreprise pour booster sa carrière, d'autant plus quand on grimpe dans la hiérarchie. C'est super important évidemment d'avoir des alliés pour être promu par exemple. Et je dis souvent, si vous avez beau avoir la plus belle des boutiques, avec des choses sublimes à l'intérieur, si personne sait où c'est, personne n'achètera. Donc on sait que c'est important. C'est aussi important évidemment quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, pour booster son chiffre d'affaires ou son portefeuille client. Donc, en tant qu'experte réseau, peut-être tu peux nous dire en quoi c'est important, s'il y a d'autres choses que tu as envie de rajouter, au niveau de comment réfléchir à une vraie démarche réseau. Et puis, quels sont tes 3 conseils clés pour se lancer ou activer plus efficacement son réseau? Alors, j'entends plusieurs choses dans ce que tu dis là. Et pour en revenir comment la perception du networking par les femmes de 50 ans sur le fait que c'est fake, que c'est politique, que c'est pas très propre, etc., etc. Donc ça participe de tout un tas d'idées reçues, comment dirais-je, qui traînent autour de la notion de réseau et de réseautage. Et c'est pas nécessairement uniquement le fait des femmes de 50 ans et plus. Je pense que c'est culturel. On a un petit peu de retard par rapport à nos amis anglo-saxons sur la pratique du réseau. C'est pas naturel. Et il y a pas mal d'idées reçues qui traînent à ce sujet-là. Et notamment que le réseau, c'est réservé à une élite, etc. C'est chronophage et
c'est une démarche intéressée, alors que c'est tout le contraire. Et c'est là où justement le bas blesse. Hein. Donc, quand tu pars du principe que voilà, c'est politique, c'est intéressé, etc., c'est sûr qu'il y a des freins naturels qui se mettent en place. Alors que si tu pars du principe, et c'est de ce principe-là qu'il faut partir, que le réseautage, c'est tout sauf ça. C'est une démarche qui parle de générosité, de tolérance et de mise à disposition au service des autres. Hein. Le réseautage, c'est quoi? C'est finalement être soi-même une opportunité pour les autres avant d'aller chercher soi-même des opportunités pour soi. Et à partir du moment où les gens comprennent cela et se disent « Ah oui, qu'est-ce que je peux mettre en place finalement pour être à l'écoute ?» et poser les bonnes questions, etc. Et avoir comme routine justement d'être à l'écoute et à la disposition des autres, se mettre au service des autres, finalement, le moment venu, quand ces personnes ont quelque chose de très particulier à demander, c'est beaucoup plus facile d'y aller sans complexe. Et puis, y aller sans complexe non seulement, mais d'avoir une demande formulée de façon très très précise pour aider justement son réseau à vous aider. Voilà. Donc ça, c'est pas nécessairement réservé aux femmes de 50 ans, mais c'est vrai que force est de constater que les femmes de 50 ans réagissent un petit peu comme ça, et je te le confirme. Hein. Donc, et ça nécessite vraiment de dépasser un certain nombre de freins. Et ce que j'entends, c'est de ne pas attendre vraiment d'en avoir besoin. Souvent, je me dis, si j'étais DRH, je passerais ma vie sur LinkedIn pour aller voir quels sont les profils qui commencent à bouger dans ma boîte, et je me dirais, c'est peut-être des personnes qui ont envie de changer ou de bouger de boîte, parce que la plupart du temps, on active son réseau quand tout d'un coup, il y a urgence. Alors que ce que j'entends, c'est vraiment d'en prendre soin de façon régulière pour justement pas avoir cette idée de « ok, je vais déranger parce que j'attends quelque chose et je suis intéressée », qui nous rend justement cet exercice beaucoup plus difficile à accepter et à enclencher. D'où la nécessité, effectivement, de commencer à faire du réseau dès son plus jeune âge. Parce que le réseau, c'est du temps long. Hein, sur les bancs de l'école, voilà. C'est du temps outre-Atlantique, il commence à 10, 12 ans, hein. Donc les prises de parole, les présentations PowerPoint, etc., le pitch, ça ils savent bien faire, et tout petit déjà. Hein. Donc là, on a vraiment beaucoup de retard. Donc oui, le réseau c'est du temps long, et parce qu'il faut le temps d'installer, parce que le réseau ça parle de confiance, hein, et donc il faut le temps d'installer les relations de confiance qu'on noue dans la durée. Mais alors, à un moment donné, aussi bien le réseau, installer une démarche réseau, c'est du temps long, mais aussi bien, à un moment donné, ça peut être un super coup de pouce pour aller beaucoup plus vite, pour avancer dans telle ou telle démarche, ou pour atteindre tel ou tel objectif. Et là, ça fait vraiment gagner un temps considérable. Alors, si effectivement, on a fait du réseau toute sa vie, à 50 ans, c'est à ce moment-là que, effectivement, le réseau est très, très réactif. Donc, ça présuppose donc qu'il faut en faire tout le temps, même quand on n'en a pas besoin, et tu l'as fort bien dit tout à l'heure. Donc, quels sont tes conseils pour justement activer son réseau? J'ai 4 conseils clés pour se lancer ou activer plus efficacement son réseau. D'abord, il faut savoir ce qu'on veut faire avec son réseau. Hein. Donc, quel est son positionnement, quels sont ses objectifs. Tout ça, il faut être clair avec ça, parce qu'en fonction des objectifs qu'on a, on ne va pas nécessairement activer les mêmes leviers. On ne va pas faire ça de la même façon si on a envie d'aider son fiston à trouver, comment dirais-je, un stage de 3e ou trouver une colocation à Madrid ou effectivement chercher son job d'après en entreprise. D'accord ? On ne va pas rencontrer les mêmes personnes, on ne va pas fréquenter les mêmes événements, on ne va pas contribuer au même réseau, on ne va pas avoir la même ligne éditoriale sur les réseaux sociaux, etc.
Donc, il faut être très, très clair sur son positionnement, ses objectifs, parce que ça permet à votre réseau de vous aider. Vous avez une demande précise, c'est beaucoup plus facile de dire oui, je peux t'aider. Ah ben non, je peux pas, mais j'ai une piste. Éventuellement, tu pourrais aller voir telle ou telle personne. Ok. Deux, c'est indispensable pour construire une démarche réseau qui soit appropriée et qui permet d'activer certains leviers plus que d'autres. Donc ça, c'est hyper important, savoir, connaître précisément ses objectifs. Ensuite, il faut bien partir de quelque part. Donc, le deuxième conseil serait de faire une cartographie de son réseau, avec qui on a une tranche de vie en commun, qui a-t-on rencontré depuis qu'on est tout petit. Alors là, la famille, les amis, les gens avec qui on a fait des études, les gens avec qui on a fait des formations tout au long de sa vie professionnelle, les gens avec qui on a travaillé, les gens avec qui, qu'on rencontre régulièrement parce que on va chercher ses enfants à la sortie de l'école en même temps qu'eux, ou qu'on promène son chien le soir en même temps qu'eux, etc., etc. Bref, tous les gens qu'on connaît, les gens qui nous connaissent, et en faire vraiment une cartographie très, très précise. Prendre le temps, effectivement, d'écrire les noms et coordonnées de ces personnes-là, et de faire un check par rapport à son réseau LinkedIn. Parce que bien souvent, ces personnes qu'on connaît, qui sont assez proches, on a oublié d'aller voir si on les avait sur LinkedIn. Parce qu'on se dit, de toute façon, il ne faut pas mélanger personnel, professionnel, etc. Alors que encore une fois, c'est une idée reçue. Parce que les gens, effectivement, de mon réseau personnel, que je connais depuis hyper longtemps, que ce soit les amis, la famille, etc., c'est un vrai vivier de liens faibles. Et on sait que c'est grâce aux liens faibles qu'on va pouvoir accéder à des informations stratégiques qui nous permettront d'avancer, ou bien c'est grâce aux liens faibles si on va être mis au contact de personnes qui sont différentes de nous et qui vont nous faire côtoyer des univers différents du nôtre. D'accord ? Donc, partir, savoir d'où l'on part. Donc, cartographier son réseau, c'est le deuxième conseil. Le troisième, c'est y passer du temps. Parce que bien souvent, on se dit, c'est chronophage, c'est la dernière chose à laquelle je passe du temps parce que faire ma compta, je parle en tant qu'indépendante, c'est plus important, ou bien, je lance un produit, il faut que je commercialise, etc. Donc, c'est plus important. Le marketing, c'est plus important, etc., etc. Et puis, on a plein de choses, plein d'obligations qu'on se crée. Et c'est toujours plus important que de faire du réseau. Or, si on sanctuarise des tranches horaires dans son agenda pour faire du réseau, en mode je prends rendez-vous avec moi-même pour vraiment assurer le développement et la maintenance de mon réseau, eh bien, il suffit de respecter ces plages horaires sanctuarisées pour cela et ne pas accepter de perturber cet ordre établi finalement. Et même si c'est 1 heure par jour, ou si c'est 2 heures par-ci, 2 heures par-là, etc., dès lors que c'est posé, c'est beaucoup plus facile à suivre. Or, faire du réseau, comme je le dis souvent, c'est tout sauf de l'impro et ça nécessite du temps, de l'organisation, de l'entraînement, etc. D'accord ? Et le dernier conseil, finalement, je l'ai déjà donné, je vais le répéter parce que c'est quand même essentiel, encore une fois, et c'est ça qui induit aujourd'hui les blocages que l'on a évoqués tout à l'heure. Être soi-même une opportunité pour les autres, être au service des autres, être toujours dans cette générosité. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour toi avant de chercher des opportunités pour soi-même. Donc, je résume, tu veux bien ? Donc, savoir ce qu'on veut faire avec, avoir des objectifs clairs. Ensuite, partir d'une base, son propre réseau, cartographier son réseau. Ensuite, sanctuariser des plages horaires dans son agenda pour faire du réseau et prendre le temps de faire du réseau. Et ensuite, être une opportunité soi-même avant d'en chercher pour atteindre ses objectifs. Bon, super. Donc, on va retenir ces 4 conseils clés. Je pourrais en avoir d'autres, mais ceux-là sont plus importants. Voilà, ceux-là déjà pour démarrer, c'est bien. Ça donne de bonnes bases. Ensuite, j'avais envie de te demander, puisque on s'intéresse aux femmes de 50 ans et souvent, je pense que avoir des femmes qui inspirent, c'est important. Quelles sont, toi, les femmes de 50 ans et plus qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore ?
Donc j'en ai choisi deux, une qui est en vie et une qui a disparu depuis un certain temps déjà, mais qui sont vraiment bien dans la problématique que tu traites. Donc d'abord celle qui est en vie, c'est Michelle Obama, parce que pour moi, elle elle use parfaitement de sa notoriété pour, comment dirais-je, entraîner dans son sillage des petites filles, des jeunes filles, à oser, comment dirais-je, et à aller de l'avant. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais elle a explosé. On a beaucoup parlé d'elle dès lors que son président de mari a terminé son deuxième mandat. C'est à partir de ce moment-là qu'elle est devenue vraiment une star. Évidemment qu'elle a plus pris la lumière une fois que lui est sorti, même si elle la prenait quand même déjà très bien. Et puis, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire, c'est comment peut-être à partir d'un certain âge, donc à partir de 50 ans, si on prend ce repère-là, on peut aller dans la transmission, plus dans la transmission. Et je trouve assez intéressant aussi les enjeux intergénérationnels, c'est-à-dire à la fois les jeunes générations peuvent évidemment apprendre plein de choses, et on le voit notamment au niveau de tout ce qui est tech aux seniors. Mais les seniors ont aussi beaucoup de choses à apprendre aux autres générations parce qu'ils sont enrichis de toute l'expérience et les apprentissages qu'ils ont engrangés depuis autant d'années. Donc effectivement, ce que je vois, c'est ça, elle peut incarner cette envie de transmettre aux générations plus jeunes. Et donc, quelle est ta deuxième inspiratrice ? Alors, ma deuxième inspiratrice, comme je le disais tout à l'heure, n'est plus de ce monde, mais je pense qu'elle est complètement... elle s'inscrit complètement dans le sujet d'aujourd'hui. C'est Gabrielle Chanel. D'abord parce que c'est une entrepreneure. Elle était déjà entrepreneure il y a très longtemps, dans les années 20, 30, 40, etc. Je parle de 1900. Hein. Ensuite, c'est une entrepreneure qui a su tisser des liens importants, des liens relationnels importants pour développer son business. Et évidemment, je suis sensible à cette caractéristique également, puisque je suis moi-même une femme de réseau. Et elle a développé une marque mondialement connue, qui est un peu le symbole de l'élégance à la française dans le monde entier, et qui a été au sommet de sa notoriété finalement, alors qu'elle avait largement dépassé la cinquantaine, voire beaucoup plus. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'ai choisie aujourd'hui comme source d'inspiration. Donc, une preuve supplémentaire que l'âge n'est pas une limite et que d'ailleurs, en plus, on parle quand même d'une époque ancienne, et donc c'était déjà possible d'être entrepreneur passé 50 ans en tant que femme. Et c'est important de le poser. Puisque la vie continue et qu'être en mode projet, c'est aussi ce qui nous maintient en vie. Et dans l'envie, en un mot et en deux mots, quel est ou quels sont tes prochains challenges ? Alors d'abord, on l'a évoqué tout à l'heure, donc développer mon programme Le Trait d'Union by Isabelle Stemmer, qui est ma dernière création pour apprendre à réseauter en pratiquant en 6 mois au sein d'un groupe d'une dizaine de personnes. J'ai effectivement fait le constat qu'il n'y avait pas d'école pour apprendre à réseauter et qu'on n'apprenait pas à réseauter à l'école, qu'il y avait beaucoup d'idées reçues, que beaucoup de gens réseautaient un petit peu à la petite semaine, hein, à la va comme je te pousse, sans vraiment construire de démarche réseau. Puis j'ai aussi identifié que bien souvent, on se fait tirer l'oreille quand on est dans un club et puis qu'on doit se réabonner parce que finalement, on part du principe que on n'a pas atteint les objectifs qu'on cherchait à atteindre, comme par exemple trouver un job ou développer son business, etc. Et que finalement, on met ça sur le dos de l'organisation, hein, du club ou du réseau auquel on a adhéré, et puis on se dit non, je ne vais pas réadhérer parce que je n'ai pas atteint mes objectifs. Alors, on ne fait pas d'introspection et on ne prend pas un peu de recul sur sa propre attitude, et qu'on ne se rend pas compte que finalement, c'est parce qu'on n'a pas tiré toutes les ficelles qui étaient mises à sa disposition par ses réseaux, par ses clubs, etc. etc.
Et effectivement, on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas appris à le faire. Et donc, je recommande le trait d'union by Isabelle Stemer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu nous donnes des outils pratico-pratiques. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut les activer tout de suite. Ce qui est important aussi, je dirais, c'est d'arriver avec des objectifs précis. Comme tu le disais au départ, hein, on active une démarche réseau avec tel et tel objectif. Donc, est-ce que c'est, je sais pas, se reconvertir? Est-ce que c'est un projet pro qu'on veut mener et donc, on aurait besoin d'activer son réseau pour ça. Donc, il faut être vraiment, je pense, assez clair sur l'objectif pour être en capacité d'activer. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la communauté, parce que comme tu disais, tu attires de belles personnes, parce que tu attires des gens qui te ressemblent. Et donc, j'ai vraiment apprécié ça, les échanges qu'on avait. Et c'est riche, et donc c'est pour ça que je recommande ton programme. Quelle est ta devise, ton mantra, et pourquoi ? Alors, je vais lire la petite phrase en question parce que je ne la connais pas par cœur, mais je l'adore pourtant. Sois content de ce que tu as, réjouis-toi de la réalité telle qu'elle est. Quand tu comprends que rien ne manque, alors le monde entier t'appartient. Et cette petite phrase est de Lao Tzu. Alors, c'est peut-être un lieu commun, j'en sais rien, mais moi, je relativise toujours. Hein. J'ai effectivement eu un certain nombre de problèmes. J'ai évoqué cela tout au long de ma vie, notamment des problèmes financiers qui auraient pu me plomber. Moi, je pense que quand on regarde autour de soi, quand on écoute un peu les actualités, etc., il y a des tas de choses qui se passent un peu partout dans le monde et qui démontrent que il n'y a pas à se plaindre, quoi, parce qu'on est quand même dans un pays, dans un endroit là, ici, maintenant, où on a un toit, on est en bonne santé, on a de quoi manger. Voilà, donc il y a toujours, certes, plus riches, plus aisés, plus heureux, etc., mais il y a aussi tellement beaucoup de personnes qui ont beaucoup moins. Donc la conclusion de ça, c'est que faut arrêter, faut pas se plaindre, faut se contenter de ce que l'on a et puis s'estimer heureux de ce que l'on a au quotidien. Quel livre t'inspire et t'aide à avancer avec optimisme ? Alors là, ça va pas être difficile. Hein. Je vais parler de L'éloge de l'optimisme de Philippe Gabillet, que tu connais bien parce que tu l'as eu comme prof à l'ESCP Business School. Comme dean du MBA à l'ESCP, ce cher Philippe. D'ailleurs, Philippe, on te salue si tu nous écoutes. Si tu nous écoutes. En regardant en arrière, quel est le conseil que tu donnerais à la Isabelle de 45 ans pour mieux aborder la cinquantaine ? Ne t'inquiète pas, ma fille, ça va bien se passer. Tu es capable de faire beaucoup plus de choses par toi-même que tu ne peux l'imaginer. Et puis, ose, vas-y, cherche pas à plaire à personne d'autre que finalement à toi-même. Donc pour prolonger la discussion sur comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle, quelle personnalité inspirante tu me recommanderais d'inviter ? Alors, quand tu m'as posé cette question, j'ai tout de suite pensé à Véronique Di Benedetto, qui est une personne qui a à peu près mon âge, qui est aussi une ancienne élève de l'ESCP, qui est vice-présidente France de Econocom, et qui, entre autres, comment dirais-je, occupations en dehors, comment dirais-je, des fonctions qu'elle occupe, accompagne des startups, donc ça c'est très louable, mais aussi et surtout, met sa notoriété au service de l'accession des femmes au métier du numérique. Et donc, elle a exercé la présidence au sein de la Fondation Femmes du Numérique. Je crois qu'elle a passé la main récemment, mais en tout cas, elle a beaucoup œuvré pour justement aider à plus de femmes dans l'univers du numérique. Donc, je pense que c'est intéressant, ce serait intéressant d'avoir son regard. En plus, elle a des origines multiples et variées, à la fois française, italienne, allemande. Donc, c'est quelqu'un de complètement européen. Donc, je recommande fortement son profil, qui est très inspirant, à mon avis, en tant que femme de 50, voire 60 et plus. Ok, donc je te remercie. Je vais la contacter. Je vais te mettre en relation avec elle. Tu
vas me mettre en relation avec elle. Oh, comme c'est bizarre. Très bien. Pour faire justement fonctionner cette puissance de réseau que tu sais maîtriser. Écoute, on va s'arrêter là et je voulais je voulais te remercier encore une fois d'avoir bien voulu participer au podcast 50 ans et toutes mes dents. Et puis pour tous tes conseils d'experte en réseau qui, je suis sûre, vont pouvoir servir à toutes les personnes qui ont autour de la cinquantaine, mais peut-être qui écouteront le podcast, qui seront plus jeunes ou plus âgés. En tout cas, voilà, comment développer son réseau, parce que le réseau, c'est tout sauf de l'impro. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Karine. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations pour croquer votre futur à pleines dents.